Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à notre compagnie. Merci d'être là. Vous êtes bien sûr Africable et vous avez raison. C'est le débat du dimanche. Débat du dimanche. Deux titres ce dimanche. D'abord, l'ancien président Moussa Traoré est mort. Obsèque nationale, vous l'avez suivi. Nous allons revenir là-dessus. Et puis ensuite, nous allons parler de politique nationale. Politique nationale avec la junte, avec le M5, avec la classe politique, également avec la charte de transition. Et puis, avant la fin de ce débat, nous saurons probablement qui sera président de transition, ou du moins si c'est un civil ou un militaire. Pour en parler, 4 invités. Makan Koné, bonjour, Nouvelle Libération. Vous n'étiez pas là, mais rien de grave, parce que des téléspectateurs ont demandé d'après vous. Non, ça va. Konaré, bonjour, Maître Konaré. Bonjour. La semaine dernière, vous n'étiez pas là. J'ai préféré Chana à vous, ça peut arriver. Alexis Calambri, qui fait partie de la maison, Mali Tribune. Et Samake Sarah Chouaïdou Traoré. Bonjour, elle est directrice du soir de Bamako. Le soir de Bamako, quelle est votre une demain? Alors notre une, c'est en plein cœur de l'actualité sur la transition, les débats autour de la transition, avec le CNSP et avec le M5 RFP. Et aussi les événements d'insécurité qui sont passés à Niro du Sahel ce week-end. D'accord, la tentative d'assassinat, c'est ça? Exactement. Oui. Vous avez un autre entretien? J'ai cru comprendre, l'ADEMA, quelqu'un de l'ADEMA qui parle ou... Non, en fait, on fait une analyse sur l'ADEMA PAIG qui est en train de revigorer ses troupes afin de revenir sur la scène politique. Nationale. Parfait. Alexis Calambri, demain Mali Tribune, c'est le mardi. Mardi étant le 22 septembre, on est en train de préparer une investigation, un sujet lourd pour vendredi. On va réserver. Parfait. Makan Koné, Nouvelle Libération, c'était quoi la une? La une ou la prochaine? La prochaine une. La prochaine une, c'est comme un peu comme tout le monde. Si on est dans la semaine du 22 septembre, on est un hebdomadaire, on va parler un peu du 22 septembre, on va parler du décès de l'ancien président, dont on va reparler tout à l'heure d'ailleurs. Puis on va aussi, tout le monde accrocher aussi à l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. On va aussi parler de ça, j'imagine qu'on aura, comme vous venez de le dire, soit le nouveau président ou en tout cas le collège électoral, on va parler de ça également. Juste pour indiquer que Sarah, c'est ma fille. J'ai créé le soir de Bamako avec son père, Feu Chouaïdou Traoré. Nous avions décidé de sortir le journal les après-midi. Chouaïdou est venu avec cette formule des États-Unis. Mais on a vite déchanté parce que le premier numéro, on a vendu 10 exemplaires. Alors donc on a décidé de changer l'heure pour sortir le matin. Et à l'époque, l'essor nous racontait que nous étions devenus le soir du matin. Oui, mais le journal, il se porte bien maintenant, le journal. Oui, il se porte très bien, Dieu merci. Voilà. Alors le premier sujet, sont les obsèques nationales. Moussa Traoré, le général Moussa Traoré est décédé, 84 ans, il allait avoir bientôt obsèques nationales. Je vous propose de suivre le reportage de Maxi Sama et de Sekou Doumbouya. Né le vendredi 25 septembre 1939 à Sébitou, dans la région de Caille, où il passa une partie de son enfance, ancien militaire qui a participé au coup d'État du mardi 19 novembre, qui a renversé le premier président du Mali, Modibo Keïta, Moussa Traoré devient le président de la Deuxième République de 1968 à 1991. Il sera à son tour l'objet d'un coup d'État le mardi 26 mars 1991. Condamné à la peine de mort le mardi 21 septembre 1999, il sera gracié par le président Alpha Ouma Konaré en 2002. Depuis, il vivait dans sa résidence à Dikronupara jusqu'à ce mardi 15 septembre 2020, à 10 jours de son 84e anniversaire. Permettez-moi la traduction osée d'une sagesse populaire malienne qui nous enseigne que tout ce qui est debout finit par se coucher. Et cette faucheuse
ce gendarme féroce est encore venu, commis d'office, prendre au peuple malien si martyrisé l'un de ses enfants les plus célèbres, l'un de ceux qui ont écrit une ligne de plus dans la fabuleuse histoire de cette nation multiséculaire. Je veux nommer le général Moussa Traoré, ancien président du Mali. Il nous laisse orphelins de sa sagacité, de son calme olympien et de sa légendaire clairvoyance. Homme d'État, homme de principe, le général Moussa Traoré, à en croire au témoignage, est un homme de caractère qui a su cultiver les valeurs. Nous allons retenir l'héritage sénoufo qui nous a laissé et nous allons léguer sûrement là à nos enfants. Mais l'héritage politique de Moussa Traoré appartient à tous les Maliens, que ce soit ses opposants, que ce soit ses adversaires, que ce soit ceux qui le supportent et ceux qui l'aiment, nous appartient. On prend, on fait ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, nous demandons au peuple malien de pardonner Moussa Traoré et d'avoir cet amour qu'il avait pour le Mali afin que nous puissions tous travailler ensemble et sortir le Mali du marasme. Ils étaient nombreux, familles, anciens présidents, anciens collaborateurs et autres notabilités de la capitale pour accompagner l'unique balade nationale de tous les temps. Monsieur le Président Moussa Traoré, dormez en paix. Donc voilà, Moussa Traoré, obsèque nationale. Ça vous inspire quoi, Makankone? Moi, je veux d'abord... Les Bambara disent ici chez nous que c'est un fin béban, c'est-à-dire la mort met fin à tous les litiges. Sinon, bon, tout ça, on a l'impression, encore une fois, les Maliens ont mis en avant leur paradoxe. Moussa, c'est pas quand même cet homme qu'on veut nous faire. Il a quand même des défauts. C'est-à-dire qu'en son temps, les manques de la liberté qui n'existait pas, les gens qui ont été emprisonnés, il y a ça quand même quoi. Des années de plan. Voilà, ça, on fait comme si, bon, voici c'est le chef d'État le plus exemplaire du monde, on ne le reproche rien, tout est bien, tout est joli, sous Moussa Traoré. Bon, tous ces gens qui se déplacent, ben, peut-être qu'on va en parler, on a quand même vu des gens qui ont refusé d'être présents à ces obsèques. Donc Moussa, c'est pas ce grand homme, ce grand républicain, comme le disait Ibeka, qu'on veut nous faire croire. Paix à son âme, vraiment, il est décédé, c'est bien, il a servi le pays pendant un certain nombre d'années, mais pour la postérité, il ne faudrait pas qu'on efface tout ce qui s'est passé de 68 à 91. Il faudrait que l'histoire retienne cela aussi, bien, ainsi que ce qu'il aurait fait de bon. Sabake Sahara Seydou Traoré. Bon, je pense que il a été un président de la République du Mali. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait eu un tel hommage. Maintenant, après, je suis d'accord avec M. Koné, on ne peut pas oublier les crimes qu'il a commis. Ça doit servir d'exemple et d'histoire pour tous les autres présidents qui doivent venir après lui. Et bon, comme on dit, quand quelqu'un meurt après, c'est entre lui et Dieu. Donc on estime maintenant que son jugement, tout ce qu'il a fait, ce sera entre lui et Dieu. Alexis. Oui, vraiment paix à son âme, comme ça a été dit. Mais j'étais sincèrement frustré. Pour moi, vous savez, la société malienne se régénère très rapidement. Vous avez la majorité qui est jeune, qui ne connaît rien de ces années-là. Donc, les gens ne peuvent pas comprendre que des gens ont été en prison pour avoir créé une association, que des gens ont perdu leur emploi. Quand Modibo Keïta est décédé, on a dit premier président du Mali, le communiqué c'était instituteur à la retraite. Et des gens ont perdu leur emploi, ont été en prison pour avoir été aux obsèques de Modibo Keïta. Pour le changement, des gens sont morts, on a un carré des martyrs. Moi, j'aurais compris que la communication soit autour de ce qu'il a fait de mal, mais de notre capacité de résilience et de pardon, mais qu'on ne passe pas par perte et profit tout ce qui a été fait. J'ai vraiment aimé les propos de Bougadari, qui, comprenant les choses, a demandé pardon au nom de son père. Mais au moins, qu'on aille dans ce sens, mais on ne peut pas faire comme si c'est le meilleur d'entre nous qui est parti. Maître Konaré. Vraiment, je m'incline devant la mémoire du général Moussa Traoré. Ce qui me liait à cet homme, c'est que j'ai fait
mon mémoire de fin d'études sur une critique juridique du procès crime de sang, c'est-à-dire son procès. En 80. C'était, je crois, en 94. Voilà. Donc, et quand il était détenu à Marcala, je suis allé lui rendre visite 7 fois. Et quand il est sorti, j'ai continué à le fréquenter. Je ne dis pas que Moussa Traoré ait été un démocrate. Mais il y a un mot qu'il adorait, c'était le mot patriote. Moussa fut un patriote. C'est ça. Alors, mais pourquoi Alexis, vous avez l'air d'être en colère, je vous regardais tout à l'heure, mais je ne vous ai jamais vu comme ça, mais une colère froide. Oui, non, en fait, je suis peiné, on parle d'un mort. Mais moi, je suis né en 68. Je n'ai connu pendant longtemps que sous Moussa Traoré, j'ai vu comment les fonctionnaires maliens, à la limite, étaient réduits à la misère, où on leur enlevait même toute dignité parce que incapables de faire face à leur charge de famille. Je voyais des cadres qui utilisaient leur véhicule pour faire le transport en commun, juste pour avoir de quoi payer, disons, la dépense quotidienne. Et sans compter, comme je le disais tout à l'heure, toute la brimade. Il y a vraiment eu élèves, étudiants. Moi, je me rappelle que pour faire le bac, on ne pouvait pas venir ici, on n'avait pas la carte de l'UNGM, l'Union nationale des jeunes du Mali. Les jeunes n'avaient le droit de se réunir que dans le cadre de l'Union nationale des jeunes du Mali. Vous créez une association des ressortissants de Ségou, vous partez en prison. C'était pas compliqué. Donc, il y a vraiment eu, et j'aurais compris, comme on le reproche à Kagame, si, disons, cette brimade s'était accompagnée d'un plan de développement, s'il y avait une coercition amenant les gens à avoir une vision de développement. Ce n'était pas le cas. Et lisez tous les témoignages des compagnons de Moussa Traoré, tous les officiers qui ont été en prison après, et les moyens de l'État qui ont été dilapidés. Les raisons, c'était toujours, il y a eu un baptême, l'épouse d'un tel a donné plus que l'épouse de celui-ci qui est plus gradé que lui. Il n'avait que ces trivialités-là comme raison d'emprisonnement, de brimade, et les moyens de l'État ont été dilapidés pour ça. Donc, je pense qu'il est important, quel que soit le truc, oui, la mort efface tout, oui, on doit pouvoir, avec notre foi, pardonner, même prier pour lui. Le reste entre lui et son Créateur. On va prier pour lui, mais qu'on reconnaisse que on a fait 23 ans de recul et de violence et que des gens sont morts. À la limite, j'ai vu des gens qui disaient on enviait les morts, ceux qui ne sont pas morts, qui sont allés en prison, mais il y a des loques humaines qui étaient là. On ne peut pas parler des tortures qu'il y a eu, y compris ceux des femmes. Alors moi, il m'a reçu, moi j'ai un témoignage rapide, il m'a reçu aussi en prison. Moi j'ai été le voir à Marcala aussi. Voilà. Je l'ai vu à Marcala, il m'a dit, devant son épouse, dans une maison, je le revois assis sur une chaise en fer, son épouse à côté, dans la cour il y avait des cram-cram, des herbes, et il m'a dit, Monsieur Serzanel, l'histoire me donnera raison dans ce pays. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire lui donne quand même en partie raison? Je m'exprime, par exemple, quand on parle aujourd'hui de la situation au sein de l'armée, on disait, au temps de Moussa Traoré, on avait une armée. Est-ce qu'il y a aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a cette nostalgie par rapport à Moussa Traoré? J'aimerais poser la question à Makan avant de revenir à Sarah. Je crois un peu, oui, en partie. En partie, l'histoire l'a donné raison par rapport même à la gestion de l'État, l'effritement de l'État de droit et tout, disons à l'autorité de l'État. Ça, on peut quand même dire sous Moussa, mais je crois que c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je crois fondamentalement que ceux qui ont arrêté Moussa, c'était à raison. Mais le mouvement démocratique n'a pas joué son rôle jusqu'au bout, c'est ça. S'il faut reprocher quelque chose à quelqu'un d'autre aujourd'hui, en plus de Moussa Traoré, de sa gestion, il faut aussi reprocher des choses au mouvement démocratique qui s'est juste accaparé du pouvoir, qui a fait un partage du gâteau. C'est pourquoi on est là et que les militaires sont aujourd'hui au pouvoir au moment où on parle. Maintenant, je reviens sur le paradoxe malien. En fait, les Maliens, nous, on a l'impression... C'est pas qu'on pardonne, d'oublier vite et de nous occuper d'autres choses. C'est-à-dire, on n'est pas dans la vision...
on n'est pas dans l'histoire elle-même, malheureusement. Aujourd'hui, les propos que nous tenons aujourd'hui, si vous faites pas attention, quand vous les tenez devant quelqu'un, il vous dira que non, parce que les gens ne connaissent pas trop Moussa, comme Alexis vient de le dire. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai parlé d'histoire. Il faut qu'on dise exactement ce qui s'est passé au Mali de 68 à 78 jusqu'à 1991, parce que c'est à partir de 1978 que le régime a commencé à véritablement basculer. Moi, je crois qu'il a en partie raison, parce que ceux qui sont venus après lui ont vraiment très mal géré le pays, ça il faut le reconnaître, mais on ne peut pas mettre en avant, c'est là, ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est ce que Moussa a fait du pays. On n'allait nulle part. Sarah? Bon, je pense que il y a peut-être une nostalgie du temps de Moussa Traoré, dans le sens où il y avait une certaine fermeté. Et l'armée était à son apogée, comme l'éducation. Les enfants avaient une bonne éducation. Mais il n'y a pas que ça comme ingrédient, car il faut bien que la population, les gens trouvent à manger et que chacun soit heureux dans ce qu'il fait et dans son foyer. Mes parents avaient, je n'ai pas vécu le temps de Moussa Traoré, mais j'ai eu beaucoup d'anecdotes de mes parents, de mes oncles qui m'ont raconté qu'il y a eu tellement de foyers qui ont été détruits à cause de Moussa Traoré. Donc ça montre en fait l'impact de sa dictature et l'impact qu'il a eu dans la société malienne. Maintenant, au-delà de ça, je pense que les Maliens sont plus nostalgiques de cette fermeté, et c'est cette fermeté qu'ils recherchent en fait à travers un chef d'État. Alors, l'autre question que j'ai envie de poser, cette fois-ci à Maître Konaré, c'est pourquoi on les regrette finalement? Parce que lorsqu'il est tombé, lors du coup d'État, les effervescences populaires, tout le monde a manifesté. C'était la même chose pour Bokassa. On a regretté à un moment Bokassa. Il y a eu au Bénin Kérékou 1, Kérékou 2 qui est revenu. Il y a eu Lassana Conté en Guinée. Il y a eu le cas de Kadhafi, vous me le souffliez tout à l'heure. Il y a ATT n'était pas un dictateur. Bon, mais il y a eu Ben Ali, par exemple. Ben Ali, en Tunisie, aujourd'hui, certains le regrettent. Pourquoi ceux-là qui ont gouverné à l'époque du parti unique, pourquoi on les regrette aujourd'hui? Pourquoi ils sont si nombreux? La réponse est simple. Oui, parce qu'on les a renversés sur la base de mensonges et de fausses promesses. Donc on se rend compte des décennies plus tard que celui qu'on avait dépeint sous les traits du diable n'était pas le diable que l'on avait cru. Et Moussa Traoré a pris une large revanche sur l'histoire. On est venu le renverser au motif qu'il fallait au pays des élections libres, transparentes. Est-ce qu'on les a aujourd'hui? On ne les a pas. On l'a renversé au motif qu'il fallait le multipartisme. Ce multipartisme revient à quoi aujourd'hui? Plus de 200 partis auxquels on distribue l'argent du contribuable pour rien. Des partis mangent mille, dont les militants tiendraient dans une cabine téléphonique. On a renversé Moussa pour obtenir quoi en retour? Un État déliquescent, un territoire coupé aux 2/3 et occupé par des rebelles et des narcotrafiquants. Mais on a eu quoi en retour depuis la chute de Moussa Traoré? Même pas des élections transparentes. La liberté. Ce que vous appelez liberté, c'est du libertinage, c'est le désordre le plus total. Et donc, aujourd'hui, moi j'estime que Moussa Traoré a pris sa revanche sur l'histoire. Il était d'ailleurs devenu un sage que tout le monde venait consulter. Sa résidence était devenue un lieu de pèlerinage. Et je me souviens que lors de sa première prestation de serment, Ibeka lui-même l'a traité de grand républicain. De grand démocrate. De grand républicain, oui. Et aucune revanche ne vaut ça. Oui, mais là c'était quand même pour jeter une pique parce qu'il y avait d'autres qui étaient moi j'ignore pourquoi il l'a dit. Alors nous allons faire un dernier tour de table. Pourquoi on les regrette? J'aimerais bien donner la parole à Sarah, et la plus sage autour de la table. Pourquoi on les regrette, à votre avis? Parce qu'elle n'a pas connu ça. Pourquoi on les regrette? Il n'est pas seul dans le cas. Je parlais tout à l'heure de Kadhafi, de Ben Ali. On en reparle aujourd'hui. On dit, bon, Kadhafi, finalement, c'était mieux. Pourtant, Kadhafi, c'était pas un enfant de cœur. Pourquoi on les regrette? Pour élargir un peu le sujet. Si vous allez au Niger aujourd'hui, on vous dira l'un des meilleurs présidents, c'était Séné Kounché. Pourquoi on les regrette, à votre avis? Bon, si je dois comparer Kadhafi et Moussa Traoré, je dirais que
Kadhafi, il a donné une image tellement positive à l'Afrique et il aidait tout pays africain. Et ça, c'était reconnu. Partout où il allait, ce qu'il pouvait faire, il le faisait. Et depuis qu'il est mort, actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas en Libye et ça ne va pas ici au Mali aussi. Maintenant, il y a un effet dominé en fait qui s'est créé. Par rapport à Moussa Traoré, je vais revenir sur ce que j'ai dit. En fait, je pense que ce qui manque, c'est cette fermeté qu'il y avait et ce certain recadrage de la société qu'il y avait. Il y avait un service civique. Les gens, je me rappelle, ma maman me disait que tous les matins, les femmes, les femmes au foyer, elles sortaient très tôt le matin, à 6 h du matin, et elles balayaient devant chez elles. Pour vous dire, en fait, s'il y avait un automatisme, chacun savait qu'il devait faire ci, il devait faire ça. Donc je pense en fait que actuellement la société malienne, c'est de ça dont elle a besoin. Elle a besoin d'un chef de l'État qui est là, qui va vraiment taper du poing de la table quand il le faut et être ferme comme il le faut, sans pour autant ne pas être un dictateur, bien sûr. D'accord. Alexis, dernier tour de table, avant de passer au deuxième sujet. Pas trop long. Premièrement, je pense vraiment, d'abord, je pense que c'est dans la nature humaine de comparer des choses qui ne sont pas comparables. 88 ou 68 n'est pas comparable à 2000, en ce sens que oui, on prend les côtés positifs d'un côté et on veut les comparer aux côtés négatifs de l'autre. Je le disais tout de suite, lui dit l'État est déliquescent, les politiques qui sont là, il les a traités de tous les noms d'oiseaux. J'aurais bien aimé le voir dire ça en 89, ses parents allaient le chercher à vie, n'allaient pas le revoir. Donc, en fait, on compare, chacun prend, moi j'étais surpris, vous ne pouvez pas parler bien de Modibo Keïta à des gens qui sont encore en vie à Bamako. Parce que quand il te parle de Modibo Keïta, tu as une autre vision de l'homme. Donc, il y a cet aspect. Mais Modibo, pour terminer, pour ne pas être long, je ne pense pas qu'il ait pris une revanche sur l'histoire. Hein. Il a profité de ce qu'il a combattu, tout simplement. Il n'a pas voulu de l'état de droit. Il a été celui qui a le plus bénéficié de l'état de droit. Moi, j'ai visité... la prise, là où Modibo Keïta dormait à Kidal. Voilà, quand on l'a vu, on a pleuré. Oui, si. C'est pas, on n'aimerait pas mettre ces animaux dedans. Oui. Kaoudji mettait dans les toilettes, non? C'est encore mieux que là où c'est mieux que là où dormait Modibo Keïta, je te promets. C'était carrément un poulailler, on a vu. Donc voilà, on va continuer. Les obsèques nationales, en tout cas pour le général Moussa Traoré, ça tout le monde l'a constaté. Deuxième thème, nous allons essayer de nager dans le marigot politique local, mais un marigot politico-militaire, si vous permettez. Nous allons aller à Kati, nous allons rester à Bamako, faire semblant d'aller à Ségou, chez Alexis, d'où tu viens également. Et évidemment, le problème, c'est quel président pour le Mali? Les discussions, on sait que depuis un moment, depuis quelques jours, c'est le grand amour, entre guillemets, entre le M5 et la junte. C'est plus simple de dire la junte. Ils se sont rencontrés. On a remis un document au M5, ils ont ramené le document, pas de charte nationale consolidée, voilà le terme qui fait. On va aujourd'hui mettre en place le collège qui va désigner le futur président. Et finalement, les choses avancent ou pas à Macan? Avance, mais très lentement, à mon avis, hein. Bon, à mon goût. Moi, je crois que les choses avancent. D'abord, elles étaient carrément bloquées. Mais on sent ces derniers jours que les choses commencent à bouger un peu. C'est normal et c'est même à la limite obligatoire parce que, voyez-vous, il y a quand même un mois qu'on est avec la junte, que rien n'a été en tout cas officiellement fait. Et puis le pays est carrément à l'arrêt parce que quand vous dites que les secrétaires généraux travaillent, moi je pense pas trop parce que les secrétaires généraux, quoi qu'on dise, ils ne peuvent pas s'engager jusqu'à un certain niveau. Un pays, c'est carrément un président, un gouvernement et un conseil des ministres. Les gens pensent que le conseil des ministres, c'est gratuit. Non, c'est le conseil des ministres qui est la structure qui fait marcher l'État. Et depuis combien de mois on n'a pas de conseil des ministres, on n'a pas de gouvernement. Donc, moi, je crois que les choses commencent maintenant à bouger, heureusement. Voilà. Alors, on apprend que Alexis, le collège qui doit désigner le futur président, est en place aujourd'hui. En principe, demain, il va se mettre à travailler. C'est quand même une avancée, ça, non?
Pas trop. Tout ce qu'on peut saluer, c'est à la limite le fait que le climat se soit calmé, aplani autour de la question entre les camps. Ça, c'est la seule avancée qu'on peut saluer. Mais pour moi, on traîne énormément pour désigner les prêtres. Dès lors, je pense qu'on est d'accord que et le président, le premier ministre soient ou seront des civils. Pour moi, le reste devait... il n'y a même pas de collège à mettre en place. Le CNSP doit désigner et mettre des gens. Voilà. Alors je vous le disais tout à l'heure, on allait avoir une information, nous l'avons finalement, de très bonnes sources, info à Africable, de sources proches de la junte. On nous annonce que la junte accepte le principe de nomination, de désignation d'un président civil. La junte accepte le principe de désignation d'un président civil. Et la même source ajoute, la junte en a informé le M5 et également d'autres partenaires. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non? C'est une bonne nouvelle, oui, en ce sens que ça va nous éviter les sanctions internationales. Mais je vous avais dit il y a 2 semaines, à la veille des concertations nationales, que ces concertations ne serviraient à strictement rien. Oui. Vous avez des militaires qui ont fait un coup d'État. Ils ont besoin d'un président pour le pays et d'un président qui ne va pas les ramasser et les jeter en prison. Et la CEDEAO même leur reconnaît le droit de désigner ce président et ainsi que son premier ministre. Donc, c'est à la junte de désigner quelqu'un. Toutes ces réunions, ces rassemblements et autres, là, c'est de la diversion. Qu'on nous montre quelqu'un et on va voir si c'est quelqu'un de crédible. C'est tout. Sarah, la junte qui accepte le principe d'un président civil, on vient de l'apprendre. Ils n'ont pas le choix quelque part. Ils n'ont pas le choix parce que s'ils ne prennent pas un président civil, c'est nous qui allons assumer l'embargo. Et comme mes confrères l'ont dit, ils ont pris trop de temps. Et je pense que si le ministre Sommet Accra, il n'avait pas dit qu'ils vont faire un embargo total, actuellement, on ne parlerait pas de collège. Ça m'étonnerait. Bon, maintenant, quelque part, cette menace d'embargo total est plutôt bénéfique, car la cadence s'est accentuée. Mais maintenant, c'est vrai qu'à 72 heures de l'embargo total, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, Macan, est-ce s'ils acceptent le principe de président, par exemple, civil, le vice-président va être militaire, est-ce que ça risque pas d'être une transition militaire déguisée? En principe, non, parce que je crois que la CEDEAO a quand même été claire sur ses limites. Hein. Vous avez écouté le président burkinabé qui a insisté dessus. Un vice-président, mais qui ne remplacera nullement le président, même en cas d'empêchement. Je crois que ça, c'est des garde-fous qui sont en train de mettre. Moi, je crois que c'est la solution. Il faut aller vers une solution malienne, déjà, surtout. Quand les gens se mettent d'accord pour dire un vice-président militaire, mais clarifier les choses, les gens ne vont pas se marcher sur les pieds les uns des autres. Il faut surtout qu'on ait des gens crédibles, de bonnes personnalités, et qui aujourd'hui ont la moralité nécessaire pour gérer les pays. On en a besoin. Moi, je crois qu'il faut, à la limite, même ça c'est une proposition, il faut peut-être voir un peu à l'extérieur des cadres maliens qui sont bien, qui n'ont jamais été impliqués dans rien, qui n'ont travaillé avec pratiquement aucun parti ni rien. On a des bons cadres à l'extérieur, qui ont travaillé dans des grandes institutions, qu'on peut peut-être voir de ce côté-là. Alors, il y a plusieurs noms qui circulent, un président, premier ministre. Alors, j'ai pris quelques noms. On parle de Dioncounda Traoré, de Django Sissoko, de Igor Mamadou Diarra, de Michel Sidibé, Oumar Tatamli. J'ai appris qu'il est là-bas, donc il est là actuellement, donc il faut le suivre. Sadio Lamine Abdoulaye Drissa Maïga, l'ancien premier ministre, le général Maman Touré, le général Moussa Senko, Malik Koulibaly, Abibouane, ancien ministre d'ATT, Cheikh Oumar Sissoko lui-même, j'ai entendu parler de ça, et puis d'un officier supérieur, Ba Ndao. Vous tirez quoi? Non, moi honnêtement... Il n'est pas général, il est colonel-major, je crois. Il était ministre... Il est de la Défense. Il était ministre de la Défense. Il était proche collaborateur de Moussa Traoré aussi. Honnêtement, pour moi, pour la transition, je pense que le
plus important n'est pas la personne. Prenez qui vous voulez. Militaire ou civil ou civil. Oui. Prenez qui vous voulez, ayant une charte claire, une feuille de route claire, et c'est la collégialité. Ce qui serait plutôt demandé, c'est que toute la classe politique, toute la société accompagne l'équipe qui serait en place, de sorte que vraiment on sort de ce système cyclique qui fait que chaque fois que quelqu'un est en place, on commence à le contester, on veut, prenons qui on veut, que tout le monde soit dans la volonté de l'aider, parce que bon, c'est pour 1 an. Mettons en place les textes qui résistent au temps, qui répondent aux questions qu'on ne sait pas encore posées, qui répondent aux défis du futur, et travaillons. Alors, un ancien ministre, je vais vous donner la parole, un ancien ministre, mais je voulais revenir là-dessus avec Macan, un ancien ministre Zahabi, ou Sidi Mohamed, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Réconciliation, il a dit il faut les aider. Est-ce que vous pensez qu'il faut aider la junte ou il faut les laisser tomber? Voilà. Il faut les aider. C'est ce que nous faisons tous, même autour de cette table. Aujourd'hui, on fait notre job. Oui, absolument. Mais ce job, on les aide aussi. Parce que même ceux qui les conseillent et tout, c'est une façon de les aider. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils gèrent le pays entre leurs mains. Oui. Il n'est pas dit fondamentalement qu'ils ont l'expérience et l'expertise nécessaires à eux seuls pour faire ça. Donc ça, c'est dans notre intérêt à tous, Maliens, de les aider, de donner les bonnes pistes, les bonnes personnes, les bonnes perspectives, de parler avec eux. Bon, maintenant, je ne sais pas si Zabi parle de lui-même, si c'est lui-même qui doit les aider. Parce qu'on l'a vu avec la junte. Il s'est justifié. À Accra et tout. Oui, bon, chacun... Maintenant, c'est pas important. Mais je crois quand même que tout le monde aujourd'hui doit aider la junte, ne serait-ce que pour mettre en place les organes de transition. C'est bien. Il ne faut pas les abandonner parce que c'est quand même des militaires. Est-ce que vous pensez, parce que ouais, ça peut arriver, est-ce que vous pensez que les militaires veulent s'accrocher? Non, je ne crois pas, honnêtement. Mais d'autres le pensent. Oui, bon, ça c'est tout le monde son point de vue. Mais moi je crois qu'ils peuvent. Aujourd'hui, on ne peut pas. Le contexte international empêche même les empêche de s'accrocher. Vous avez vu tout ce qui se passe autour d'eux. Aujourd'hui, déjà, la pression qu'ils ont, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie qui vient 2 fois, la CEDEAO et puis Goodluck qui vient la semaine prochaine. Je crois qu'il va être difficile. Aujourd'hui, il est difficile, surtout dans notre sous-région, un peu, dans les pays qui ont quand même vécu un peu de démocratie, qu'un militaire vienne au pouvoir. C'est quand même des intellectuels, c'est des officiers super intellectuels, ils savent que c'est pas sûr. Mais je crois qu'ils ont aussi besoin de garanties. Parce que quand on fait un coup pareil, on a quand même besoin. On va pas dire seulement venez prenez votre pouvoir. Non, ça se fait pas. Quand ils ont besoin de garanties, il faut que eux, nous tous, et la communauté internationale, et les amis du Mali, leur donnent cette garantie professionnelle, sociale, sécuritaire surtout et tout. Alexis, je voulais te donner la parole, mais Konaré m'a donné un coup de pied. Je vous laisse la parole. Alors, donc, ce que moi je voulais dire, c'est que quand vous considérez majoritairement la population malienne souhaite que la transition soit dirigée par un militaire. Mais quel militaire? Non, par un membre de la junte. Mais le problème, c'est que les sanctions annoncées et mises déjà en place par la communauté internationale ne permettent pas de concrétiser ce scénario. C'est ça qui a certainement obligé la junte à accepter de céder le pouvoir à un civil. Mais le problème, c'est que la transition, dans les faits, va rester étroitement encadrée par les militaires. Parce qu'un président civil, quel qu'il soit, va devoir faire exécuter ses ordres par l'armée et les forces de sécurité. Et qui détient la haute main sur ces secteurs, c'est la junte. Et donc, le président qui va venir va devoir être assez adroit pour éviter de subir le sort de Djongouda Traoré en 2012. Est-ce que vous plaît dire indirectement que s'il y a une cohabitation junte civile, au lieu d'une cohabitation, ça peut rapidement devenir une cohabitation? Ça peut très bien devenir cela si le président en place se prend pour un véritable président élu. Il faut qu'il se mette en tête qu'il a dans son dos des baïonnettes qui sont beaucoup plus... comment on appelle, des baïonnettes qui peuvent
comment on appelle ça, qui lui impose une certaine direction. Mais vous connaissez la formule, on peut tout faire avec la baïonnette sauf s'asseoir là-dessus. Sarah. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'il faut que les choses soient bien claires. Le président de la transition, il faudra que ce soit clair sur ses responsabilités, ses tâches, et le vice-président, pareil. On avait fait une analyse dans ce sens bien avant même qu'il y ait le mini-sommet d'Accra, et on s'était demandé est-ce qu'il n'y aurait pas une dualité de vue. Est-ce que le vice-président ne va pas marcher sur les plates-bandes du président? Imaginons par exemple que le vice-président ait une personnalité beaucoup plus forte que celle du président, ça peut créer des frictions. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention quand il y aura l'instauration du vice-président, qu'il n'y ait pas justement comme vous l'avez dit, une cohabitation. D'accord, mais voilà. Alors dans tout ça, il y a quand même le M5, le mouvement qui a contribué à la chute de Moussa Traoré. Je disais à la chute de Ibeka. Je disais tout à l'heure que bon, c'est peut-être le grand amour entre la junte et le M5 pour combien de temps encore, mais hier, ce week-end, Salia Mohamed Touré, SMT, grande figure quand même du M5, du mouvement de la jeunesse. Il a parlé chez des confrères, on ne va pas les citer pour le faire de la publicité, mais il a dit, après la mise en place des organes de la transition, pour moi, le M5 n'existe plus. Ça répète ce que Kaouji m'avait dit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une consolidation de la ligne Kaouji quand même au sein du M5? Il a dit publiquement. Hein. D'accord. Oui. Mais si, et puis ça, c'est pas nouveau. Hein. Peut-être c'est maintenant que il le déclare publiquement. Mais dans les coulisses, quand vous partiez déjà aux rencontres du M5 à la CIMAS, depuis un peu avant la chute d'Ibeka, on a senti une scission entre les jeunes et les, entre guillemets, vieux. Parce que les jeunes, moi je sais, il y a un jeune même du M5 qui a dit, Ahmed Moutakatal, pour les citer, que non, que vous étiez là pendant 30 ans, alors laissez-nous la place, genre, en substance. Ça c'est clair, c'est vérifié, c'est vérifiable, il n'y a aucun problème. Donc depuis là, ils ne s'en cachaient pas et ils pensent, les jeunes, qu'il est temps pour les anciens de céder un peu la place. Et puis c'est vrai, c'est vous qui l'avez dit une fois, qui l'a dit, on ne peut pas faire une révolution et 30 ans après, les mêmes acteurs avec une... C'est nulle part, ça n'existe pas. C'est ça. Alors il a encore dit, vous allez avoir la parole, pardon, il a encore dit, Mohamed Salia Touré, il a dit, là je paraphrase, je ne vois pas les vieux, la vieille génération, les vieux qui sont parmi nous, diriger des organes de transition, enfin diriger la transition. Est-ce que vous pensez qu'il s'adresse à Choguel et à Tal? Difficile à dire, mais oui, parce que... Alexis, c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Non, difficile à dire, parce qu'il y a deux niveaux d'appréciation. D'abord, oui, on a, parmi les arguments qu'on a fait avancer pour la Révolution 91, c'est que 23 ans c'est trop. Alors, d'autres sont là depuis 30 ans maintenant. Maintenant, ça c'est une raison valable. Mais l'autre argument également, c'est que, oui, on a, pour cette période de transition, on a besoin de gens expérimentés. Premièrement, et deuxièmement, Metal et Choguel ont quand même fait leurs preuves pendant cette période-là. D'accord, et vous? Non, je crois que ça s'adresse à eux. D'abord, vous savez, l'une des raisons du blocage, en tout cas du désamour entre la junte et le M5, c'est ça justement. Si on ne le dit pas. De génération, bien sûr, parce que quand vous discutez avec les proches de la junte, ils pensent qu'on ne peut pas faire partie Ibeka et mettre en selle des gens qui ont été qui l'ont accompagné pendant 10, 15, 20 ans, quoi. Et ça, ils le disent, ils ne s'en cachent même pas. Donc pour aller plus loin qu'Alexis, je crois qu'il véritablement s'adressait à ceci. Sarah? Bon, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le M5 RFP, comme nous, Msar, comme Salia, mais ils sont discrets. Je dirais même, ils sont effacés. Je pense que, ok, vous voulez être au devant de la scène politique, maintenant c'est votre tour, vous réclamez une alternance générationnelle, mais pour ça, il faut se battre, il faut s'imposer. Et je ne les vois pas s'imposer. Je pense que si l'un d'entre eux disait, bon, on fait une conférence, nous on aimerait avoir la parole, ou il y a un tel événement, on aimerait être au devant de la scène, c'est-à-dire se battre pour avoir cette place. Mais maintenant que ce combat est fini,
ils ont eu ce qu'ils voulaient. La lutte, elle est presque finie. Et maintenant, venir dire que oui, il nous faut, le M5 est mort et on ne veut plus de ces anciens hommes politiques, c'est bien beau de le dire, mais il faut se battre. Et je pense que c'est ce que je reproche à beaucoup de jeunes, et même dans ma génération, on ne se bat pas. On veut une alternance générationnelle, on dit qu'on veut une alternance générationnelle, mais en réalité, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est vrai qu'on est jeunes, il nous faut de l'expérience, mais si on ne nous donne pas notre chance aussi, et que quelque part, il faut bien qu'on trébuche pour apprendre, on ne pourra pas réussir non plus. Donc, ces hommes politiques qui sont là, qui ont une certaine expérience de 30 ans, peuvent être là et les accompagner dans l'ombre. Mais pour ça, il faut que les jeunes s'assument aussi. C'est ça. Alors, on parle de cette... Oui. Non, je vais être honnête une fois. Non, je vais être honnête une fois avec toi, c'est ton tour. Allez, alors, ce que je voulais dire, c'est que le M5 n'est pas un parti politique. C'est un rassemblement qui s'est constitué pour exiger le départ de Ibeka et de son régime. Cet objectif étant atteint, le M5 n'a plus de raison d'être. Et donc, si le regroupement explose, ce ne serait que de la pure logique. Maintenant, le vieux procès tendant à dire que on ne veut pas voir les anciennes têtes, les vieux politiciens, etc., pour moi, c'est un mauvais procès. Et c'est très injuste et c'est très hypocrite aussi. Parce que ces vieux-là, on les a laissés affronter seuls Ibeka. Shogel, Tal, Bachili, on les a vus en première ligne en train d'affronter Ibeka. Où étaient les jeunes? Et le critère, non, ils étaient là d'accord. Ils étaient là d'accord, mais ces vieux ont pris des risques mortels. La force du M5, c'est sa jeunesse. Laissez-moi terminer. Ils ont pris de gros risques. Et ce n'est pas après la chute d'Ibeka qu'on viendra leur dire, bon, hey, vous débrassez le plancher. Je ne suis pas d'accord. Ensuite, je voudrais ajouter que la jeunesse n'est pas un critère d'efficacité. La jeunesse n'est pas un critère de patriotisme. S'il y a des vieux qui ont des dossiers judiciaires, qu'on les juge. Mais il y a aussi des jeunes qui ont des dossiers. Aucun président n'a donné plus de chance aux jeunes qu'Ibeka. Mais qu'est-ce que ces jeunes ont comme bilan? Examinez vous-même. Et donc ça, vraiment, c'est... Et quand vous allez aux États-Unis, en France, au Japon, il n'y a que des vieux qui gouvernent. Et à l'exception de Macron et de Sarkozy, tous les présidents français, c'est des vieux. On va avancer. Les présidents américains, c'est des vieux. Je vous arrache la parole. Oui, d'accord. On ne va pas faire de... Il n'y a pas la bagarre entre vieux et jeunes. Arrêtons ça. On va continuer. Ce que moi j'ai constaté quand même, la force du M5, c'est sa jeunesse. Mais les vieux dont vous parlez, le pouvoir ne se prend pas par le haut, le pouvoir se prend par le bas. Est-ce que demain ils seront en compétition? Est-ce qu'ils ont des dents longues pour pouvoir prendre le pouvoir, par exemple? Oui, les vieux dont vous parlez. Non, pas les vieux. Les vieux, justement, les vieux au niveau du M5 étaient en première ligne, la plupart, parce que c'était leur dernière cartouche qu'ils avaient en main. À la limite, beaucoup pensaient ou souhaitaient rebondir autrement que par les urnes, par lesquelles ça ne viendra jamais. Mais au niveau de la jeunesse, je connais des jeunes. Ils avaient un comité stratégique que des jeunes qui ont vraiment des bagages, qui réfléchissaient, qui donnaient les orientations. Vous avez parlé de Noumoussa, de Salia, et vous avez un jeune qui s'appelle Soya Djigé. Ibrahim Kassa, le jeune imam de Missabougou. Non, le comité stratégique était dirigé par des vieux. Voilà, il y avait des jeunes, mais il y avait des vieux. Non, ils étaient membres. Pour moi, il n'y a pas de conflit de génération. Arrêtez ce procès des vieux. On ne fait pas de procès. Ça ne sert à rien. On ne fait pas de procès. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on ne fait que parler, reproduire, commenter ce qui existe, qui est réel au sein du M5. Et on va avancer. On avait oublié deux noms tout à l'heure quand on parlait des présidentiables, des premiers ministres. Madame Sik Kadiatousso.
Modibo au Sidibé. Ça ne nous ramène pas au débat vieux-jeune, on va évoluer là-dessus. Si tu permets, un cadre malien qui est à Abidjan, dont on a cité le nom, c'est un certain Madani Tall, c'est pas le Madani Tall, qui n'a travaillé qu'à la Banque mondiale, qui a aussi un cabinet. J'ai aussi vu aujourd'hui sur les réseaux des gens le citer un peu. Madani Tall, il est à Abidjan. Alors, moi je ne le connais pas. Alors, le mardi, c'est le 22 septembre, on va évoluer. Ça va faire 60 ans. Le Mali est mal parti. À la limite, il y a de quoi donner sa langue au chat. Hein. Ouais. Mais on peut faire des constats sans répondre. On peut faire des constats. 60 ans après, on n'a toujours pas d'école. 60 ans après, pour se soigner, on doit faire un recours aux autres. 60 ans après, on n'a pas la sécurité et les autres nous aident pour les autres nous sécurisent. Finalement, qu'est-ce qu'on a depuis 60 ans? Et si vous comparez, on était au même niveau que des pays comme la Chine ou les dragons, aujourd'hui, qui sont nos références. Donc oui, la bonne question, qu'est-ce qu'on a fait pendant 60 ans? Sarah? Bon, pour moi, rien n'a été fait. L'école, ça va pas. Rien n'a été fait. Merci. Parce que rien n'a été fait pour poursuivre, juste prendre là où elle a léché. Parce que le Mali est un pays chroniquement instable. Chaque 10-15 ans, vous avez un coup d'État. C'est ça le problème de notre pays. C'est-à-dire qu'on a, depuis le coup d'État de 1968, on a raté notre développement. Vous avez vu combien d'entreprises et de sociétés il y avait sous Modibo? Mais depuis 1968, j'avoue qu'on a du mal à être sur le bon chemin, à être sur les rails. On n'a pratiquement rien fait. Quand vous venez, regardez l'état des routes 60 ans après, ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Même à manger souvent, c'est incroyable. Ouais. Cher maître? Il n'y a rien. Dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire que le bilan est désastreux. Mais est-ce qu'il fallait ressemblons à une vieille camionnette qui a mal partout, aux essieux, aux phares. Est-ce qu'il fallait ne pas prendre les indépendances? Oui, mais l'indépendance est nécessaire, mais aujourd'hui, nous sommes retombés sous la coupe coloniale. Ouais. C'est la France qui nous sécurise aujourd'hui. Donc c'est l'échec le plus patent du Mali. C'est que je là, vous arrachez la parole à Konaré. Il vous laisse. Alors, on dit les atouts de développement, enfin, 3 atouts. Il y a la vision politique, il y a la vision tout court. Après, à côté maintenant, vous avez comme autre atout, vous avez la population et le génie créateur. À l'indépendance du Mali, on dit qu'il y avait 4 millions de population et 15 cadres supérieurs, mais qui ont fait le pont des martyrs a été construit par un ingénieur malien. Aujourd'hui, 60 ans après, on ne compte pas les cadres supérieurs maliens, on ne compte pas les génies maliens. On a 20 millions de population, c'est des atouts de développement. On a manqué de vision politique ou d'un guide, je pense. Alors, on va quand même avancer parce qu'il faut pouvoir... nous sommes sur la margelle du puits, considérons ça, il faut quand même ne pas tomber dans le puits, il faut un président de transition. On a cité des noms tout à l'heure, mais c'est vraiment personnel. Quel est le profil? Vous verrez qui, par exemple, à la tête de la transition, une transition civile? Sarah? Madame Sikadia Tousso, oui. Ou bien Tatamli. Oumar Tatamli. Je le disais tout à l'heure, j'ai appris, mais je ne l'ai pas vérifié. Oumar Tatamli serait là. Peut-être qu'il a été appelé. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Allez, Alexis. Toi, tu verrais qui? Moi, je verrais quelqu'un qui a un carnet d'adresses et qui a une vision. Sadio Laminso. Par exemple. Django Sissoko, Djonkunda. Mahaman, alors qui Malik Touré, Abibouane, qui Malik Koulibaly. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Koulibaly, l'ancien ministre de la Justice. Il serait pas mal aussi. Vous verrez qui? Non, moi je vais abonder dans le même sens que Alexis. Je vais faire un portrait robot. J'ai peur, je crains de ne pas pouvoir citer des noms ici. Il faut en tout cas quelqu'un, comme il a dit, qui a un très bon carnet d'adresses, qui a beaucoup servi à l'international, parce qu'on aura besoin de diplomatie, des gens qui peuvent parler, qui peuvent rentrer, qui ont un carnet d'adresse pendant la transition. Parce qu'il faut profiter de cette transition pour nous sortir de l'instabilité, à mon avis. Donc tous ces noms sont pas mal, j'avoue. Moi, j'ai 3 critères. Oui.
Le premier, c'est celui du patriotisme. Patriotisme. Quelqu'un qui ne va pas devenir le laquais de l'Occident. Patriotisme, j'écris. Deuxième chose, il faut quelqu'un d'efficace. Efficace. C'est pourquoi je suis contre le fait d'aller chercher à l'étranger des inconnus. Voilà. Il faut chercher quelqu'un qui a réussi, malgré les contingences, qui a réussi à faire quelque chose dans ce pays. Le troisième. Et le troisième critère, c'est le critère de consensus. Il faut que ce soit quelqu'un qui est accepté par tous les bords. Un véritable homme d'État, même si... Je dis quelqu'un de consensuel, pas quelqu'un de clivant. Et vous verrez Ce sont mes trois critères. Je préfère ne pas citer de nom. Alors, on va terminer encore deux questions vraiment personnelles. Hein. Mahmoud Dicko, d'après mes informations, a rencontré la junte hier. Question de dire à la junte, allez, dépêchez-vous maintenant, allons-y. Enfin, les encourager, mais en même temps, dire allons-y. Lui, pourtant, il disait qu'il retournait dans sa mosquée. Parce que je disais ici que retourner dans sa mosquée était la meilleure position. Est-ce que vous pensez qu'en les rencontrant peut-être hier, il a dû leur tirer les oreilles, il a clairement dit que lui souhaitait une transition civile. Est-ce que ça peut faire avancer les choses, cette rencontre? J'imagine, même pour la mosquée, il a dit, il est revenu pour dire que la mosquée à Bamako est au Mali. Donc, vous dire que non, moi je crois que Mahmoud Dicko, il sortira jamais, entre guillemets, de la politique. Il va toujours continuer, même où qu'il soit, à s'intéresser à l'évolution de ce pays. Franchement, connaissant l'homme, il ne va jamais tourner le dos à ce qui intéresse. Sarah? Bon, il a parfaitement raison. C'est vrai qu'il a dit qu'il va retourner dans sa mosquée, mais il va garder un œil. Il a commencé cette lutte, donc c'est tout à fait normal qu'il veuille s'assurer de la finalité et des résultats qui doivent en ressortir. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien qu'il garde un œil sur la junte et sur la scène politique, même malienne en général. On a besoin de ça. Merci, Alexis. Oui, mais je constate que la politique, c'est un virus. On espère seulement qu'il ne l'attrape pas. Nous allons nous quitter. Mahmoud Dicko a acquis la stature d'un gardien du temple. Oui, ça vous l'avez répété plusieurs fois. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas tourner le dos au changement qu'il a recherché. Et donc sa présence dans l'arène est encore nécessaire. Voilà, dernier mot, vraiment dernier mot, parce que sans cet homme-là, on n'aurait pas connu tous ces développements. C'est Ibrahim Boubacar Keïta, il a quitté le Mali, il a été renversé le 18 août, il est parti le 6 septembre, il était admis à l'hôpital, on a de ses nouvelles, il va mieux. Oui, il paraît. Il paraît. Oui, d'après ce que j'ai lu, il est sorti de l'hôpital. Et vous? Oui, il est sorti d'hôpital. Maintenant, il est dans un hôtel à Abu Dhabi, le même hôtel que l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos. Waouh, vous êtes informé, c'est l'histoire de Bamako. Non, mais bon, je pense qu'il a encore des contrôles avant d'être complètement libéré. Il a un contrôle le 12, ça je le sais, le 12 octobre. Voilà. On est aussi un peu informé. Voilà, quelqu'un veut ajouter quelque chose, on a oublié quelque chose pendant encore 2 minutes. Sarah, par exemple? Bon, j'espère que... La transition? Oui. J'espère qu'on aura très vite le nom du président de la transition pour vraiment avancer, parce que là, on est en train de stagner et il faut qu'on essaye de bâtir un nouveau Mali. Et pour ça, bien sûr, il faut un président de la transition, mais il faut aussi les hommes qu'il faut avec. Un homme ne peut pas faire ce travail tout seul. Donc, il faudra une très bonne équipe. Alors, qui veut terminer? Konaré, vas-y. Voilà, il faut demander à Goodluck Jonathan de nous donner des masques comme pour toi. Non, moi, je crois qu'il faut en tout cas profiter de cette transition pour faire toutes les réformes nécessaires et mettre le pays véritablement sur les rails, définitivement. Alexis, vraiment le dernier mot? Oui, vraiment, les jeunes ont fait leur preuve. C'est l'occasion de leur mettre les pieds à l'étrier et de les guider. Je pense que c'est important. Voilà, fin de cette émission. Je voulais quand même remercier 2 clins d'œil. Kadiatou Keïta, c'est elle qui m'a aidé à présenter ce journal. Oui, c'est un journal, c'est une forme de journal, débat de dimanche, oui. Et puis ensuite, un autre clin d'œil, c'est à la reine mère, elle se reconnaîtra. Merci, et à dimanche prochain. Salut aussi la reine mère.